Bonjour, bienvenue dans Smart Women, l'émission qui donne le pouvoir aux femmes, où chaque mois, je reçois des personnalités qui viennent à la fois témoigner de leur expérience personnelle et bien sûr partagent la conviction que les femmes doivent prendre leur juste place dans toutes les sphères de pouvoir, politique, économique, médiatique, ce qui signifie qu'elles doivent pouvoir diriger des entreprises, quelle que soit la taille, qu'elles doivent intervenir en tant qu'expertes dans les médias, qu'elles doivent investir les filières numériques, scientifiques à l'égal des hommes. Et tout cela est une question de justice, mais au moins autant de performance économique et d'écriture plus équilibrée du futur de nos sociétés, notamment au travers de l'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, pour en parler, je vais recevoir tout d'abord Myriam Kali, qui est une entrepreneure, qui est fondatrice de la marque Madame la Présidente des produits capillaires et qui a été accompagnée par l'association Les Premières que j'avais reçue, association que j'avais reçue donc sur ce plateau il y a quelque temps. Donc elle va témoigner des vertus de l'accompagnement qu'elle a pu recevoir. Mon grand témoin du jour sera Marie-Pierre Rixain, qui est députée de l'Essonne et qui a été aussi d'ailleurs présidente de la délégation des droits aux femmes et à l'égalité hommes-femmes au niveau de l'Assemblée nationale. Et Marie-Pierre Rixain, bien sûr, nous parlera de ses convictions et de ses projets. Je ferai ensuite et enfin le portrait d'Alice Tourbier. Alice Tourbier qui est cofondatrice et co-dirigeante d'un groupe hôtelier, Les Sources, dont un emblème est l'ensemble des sources de Caudalie, bien connu comme étant sur le célèbre domaine viticole du Smith-Lafitte. Voilà, donc je reçois tout de suite Myriam Kali. Bonjour Myriam Kali, bienvenue sur le plateau de Smart Women. Merci. Alors Myriam, vous avez lancé votre propre marque de produits capillaires, Madame la Présidente. Exactement. Vous l'avez lancée en 2017. Et sur votre route, vous avez rencontré l'association Les Premières qui vous a donc accompagné à une période. Alors vous allez pouvoir témoigner de cet accompagnement parce que vous savez que j'ai reçu précédemment Nadège Anderka qui était leur présidente et qui avait expliqué ce que faisait l'association en faveur des entrepreneurs qui se lançaient comme vous. Donc voilà, vous allez pouvoir dire ce qu'il en était véritablement. Mais avant d'en arriver là, bien sûr, je voudrais savoir qui vous êtes plus exactement. Enfin, nous les auditeurs souhaitent savoir ce que vous faites également. Donc dites-nous le lancement de la marque, donc Madame la Présidente, pourquoi, comment, en quelques mots. Alors, Madame la Présidente est une marque que j'ai créée donc effectivement en 2017 parce que personnellement, j'avais énormément de problèmes pour les cheveux. J'avais beaucoup de problèmes de cheveux et très peu de solutions en termes de produits qu'on trouvait sur le marché. Donc l'idée a germé et en 2017, donc, j'ai créé Madame la Présidente avec un seul complément alimentaire à l'époque. Donc tout le monde m'a dit que c'était une hérésie et qu'on ne crée jamais une marque avec un seul produit. Sauf que ce complément alimentaire, au bout de 6 mois, a fait le buzz et a fait de Madame la Présidente la marque qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire donc une marque qui a presque 6 ans d'existence. On propose 16 produits à la vente avec toujours l'expertise du renforcement du cheveu, de l'aide à la pousse, de l'arrêt de la chute des cheveux. Donc ça, c'est vraiment l'expertise Madame la Présidente. Et donc toute la gamme qu'on a développée a été développée autour de ça, avec des produits qui sont tous fabriqués en France, naturels, et pour la plupart d'entre eux véganes. Et alors pourquoi Madame la Présidente ? Alors, Madame la Présidente, il faut d'abord comprendre mon histoire. Je suis issue d'une longue lignée de féministes. Et l'idée de cette marque, c'était au-delà de rendre la confiance aux femmes par des cheveux en pleine santé, c'était vraiment de les mettre à leur place, les mettre en valeur et à chaque fois qu'elles prennent les produits, qu'elles puissent se dire « je suis présidente ». Donc c'était un petit clin d'œil à ce côté empowerment. C'est un joli clin d'œil, effectivement. Alors, sur votre route, vous avez donc rencontré l'association Les Premières. Oui. Ça s'est passé à quel moment et qu'est-ce que vous y avez trouvé ? Alors, j'ai rencontré Les Premières à 1 an et demi, 2 ans d'existence. Donc, on avait déjà commencé à bien travailler. J'avais déjà commencé à un peu m'entourer. Sauf que j'étais toujours peu professionnelle finalement, parce que moi je ne suis pas du tout issue du milieu du business. J'ai fait de l'histoire de l'art et je n'ai travaillé que dans l'art avant ça. Et les premières ont été pour moi absolument cruciales parce qu'elles m'ont aidée
à un moment qui était très charnière pour Madame la Présidente. Elles m'ont aidé à passer un plafond de verre, en fait. Donc, j'ai travaillé avec elles pendant 6 mois dans le cadre d'un coaching avec une banque d'affaires. Et elles m'ont aidé à mettre en place une réelle stratégie, à retravailler mon organigramme aussi, parce que quand on démarre seul et on doit vite s'entourer quand ça fonctionne. Et les premières m'ont aidé sur tout ce plan-là, devenir vraiment une entrepreneur, une femme d'affaires et à gérer mon affaire comme elle devait être gérée. Bon, donc vous les recommandez, vous recommandez leur action. Je recommande à tout le monde de se faire accompagner, oui. Alors, je trouve que c'est assez remarquable parce qu'effectivement, 2017-2024, 6-7 ans, avec déjà un chiffre d'affaires tout à fait conséquent, je crois qu'on peut le citer, oui, bien sûr. de l'ordre de 4 millions d'euros, donc c'est très bien, 15 personnes. Donc aujourd'hui, quels sont vos projets, quels sont vos défis? Là aussi, c'est assez court, mais donnez-nous un petit peu la suite de l'histoire. Alors, on a un développement de produits. On travaille très longuement sur le développement de produits. Donc là, on a 10 produits à venir pour 2024, début 2025. Donc ça, c'est un très gros challenge pour nous. Et on a aussi l'international qui nous fait du pied. Ouais. Et donc, on aimerait bien s'installer notamment en Afrique du Nord et aux Émirats. D'accord, donc de belles perspectives de développement à nouveau devant vous. Bon, exactement. En tout cas, c'est très clair. Quand on vous écoute, on voit bien, vous avez identifié un besoin qui était votre besoin au départ. Exactement. À partir de ce besoin, vous vous êtes dit qu'il fallait trouver une solution. Il n'y avait pas sur le marché, vous l'avez créé. Et quand on fait ça, on crée une entreprise et en fait, on est complètement dans le tempérament de l'entrepreneur en action. Donc, vous en êtes un bel exemple et bravo pour tout ça et bravo pour votre énergie. Et je pense d'ailleurs que ça va réjouir la personne que je vais interviewer après vous, qui est la députée Marie-Pierre Rixain, parce que comme elle milite, elle aussi, pour que les femmes dans l'économie prennent leur place, là, manifestement, c'est le cas. Donc, bravo et merci. Merci à vous. Merci Myriam. Bonne journée. Bonjour Marie-Pierre Rixain. Bonjour, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler d'un sujet qui nous rapproche, qui est celui de la place des femmes dans l'économie, dans le monde politique, un peu partout. Alors avant de démarrer notre échange, juste quelques mots de présentation si vous le permettez. Donc pour dire que vous êtes passé par Sciences Po, vous avez démarré votre carrière professionnelle au cabinet d'un député Jacques Barrot. Vous avez ensuite créé votre propre structure, vous avez été entrepreneur, vous avez créé votre propre structure en tant que consultante indépendante et spécialisée dans le réseau de santé. Et puis après, l'appel de l'engagement politique finalement vous a gagné et en 2017, vous vous êtes présenté avec succès à la députation donc dans la 4e circonscription de l'Essonne, où vous avez d'ailleurs été réélu en 2022, donc bravo. Alors justement, donc ma première question très directement, vous êtes arrivé dans le milieu politique. Alors, vous aviez démarré effectivement en cabinet, mais enfin néanmoins votre premier engagement direct, ça a été cette députation. Donc comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez pris votre juste place finalement? Et quel a été l'accueil? Quelle a été la façon dont vous avez pu interagir avec vos collègues? Eh bien, d'abord, je suis arrivée à un moment assez inédit, il faut bien le dire, d'histoire de la République, parce que nous étions tant de nouvelles et de nouveaux députés que finalement, c'est presque l'institution qui a dû s'adapter à nos profils, que nous-mêmes nous adapter véritablement à l'institution. Donc ça s'est, j'ai envie de dire, bien passé. Maintenant, je n'avais jusqu'alors jamais fait réellement de politique. Oui, bien sûr. Donc il a fallu que j'en saisisse les codes, que je me les approprie, que je comprenne exactement comment cela fonctionne, parce que député, c'est être à l'Assemblée nationale, mais c'est également être une élue de terrain. Bien sûr. Et donc, il faut savoir à la fois conjuguer le terrain et notre travail à l'Assemblée nationale et donc faire sa place. Bon, et donc ça s'est bien passé, oui, manifestement. D'ailleurs, ça s'est si bien passé que, dès le départ, vous avez soutenu, bien évidemment, la place des femmes et votre nom, maintenant, est sur une loi, la loi Rixain, donc connue à ce titre. Donc cette loi, vous l'avez portée en 2021 et elle a été votée et promulguée en fin d'année 2021. Donc expliquez-nous pourquoi cette loi, quelles en sont les mesures phares? Donc cette loi, j'ai commencé à travailler dessus fin 2020.
Et donc, comme vous le disiez, j'avais été élue en 2017. J'étais présidente de la délégation droits des femmes. Donc, durant 2 ans et demi, à travers cette présidence, j'ai pu à la fois confronter des difficultés que rencontraient une multitude de femmes dans leur parcours de vie, avec un point commun qui était la juste place de la reconnaissance des femmes, à la fois dans la société, dans les cercles de pouvoir de manière générale, et évidemment dans les entreprises. Ce sujet avait été peu abordé par la délégation droits des femmes. Nous avons lancé une mission d'information. Et puis, très rapidement, au bout de 10 jours d'audition, je me suis rendu compte qu'il y avait manifestement un problème. Conjugué à cela le fait que nous évaluions une autre loi dont vous parlez régulièrement ici, qui est la loi Copé-Zimmermann, qui a fixé des quotas dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Qui a été controversée à l'époque, mais ô combien à succès ensuite. Exactement, parce qu'aujourd'hui nous avons 46% de femmes dans les conseils d'administration. Or, on avait promis à l'époque à Marie-Jo Zimmermann un ruissellement naturel sur notamment les conseils de direction, les comités exécutifs des entreprises. Or, la réalité, c'est que ça n'avait pas ruisselé. Donc, tout cela mis bout à bout, il y avait la nécessité d'écrire un texte. Et donc, j'ai pris mon stylo, ma feuille blanche, et donc j'ai rédigé une proposition de loi. Avec plusieurs mesures. Les mesures, alors la mesure essentielle, oui, bien sûr, la question des quotas, mais... Voilà, il y a 6 mesures globalement. Ouais. Il y a à la fois des mesures de protection et des mesures d'émancipation, j'ai envie de dire. Les mesures de protection, c'était notamment lutter contre les violences économiques et de faire en sorte que les femmes voient leur salaire versé sur un compte dont elles sont titulaires ou co-titulaires. Ça n'était pas le cas jusqu'alors. C'est assez incroyable d'ailleurs. Voilà. Le sujet également de la place des familles monoparentales dans les crèches. S'assurer également que les femmes qui avaient été en retrait de l'emploi puissent bénéficier de formation. Et puis, évidemment, la place des jeunes femmes dans l'enseignement supérieur. En effet, vous l'avez dit, la place des femmes dans les conseils... dans les COMEX et les CODIR. Et enfin, l'accès pour les entrepreneurs, nous en parlions à l'instant, à des financements dont elles sont parfois exclues, avec effectivement notamment des obligations pour la Banque publique d'investissement. Très bien. Et vous avez, ça fait maintenant 2 ans, donc il y a déjà des résultats, vous voyez bouger les lignes Alors, les résultats, nous les avons effectivement nettement, puisqu'il y a une évaluation qui a été réalisée notamment par le cabinet Ethics on Board et qui a été rendu public il y a un mois. Et donc, les premiers retours que l'on peut avoir, c'est qu'avant la loi, il y avait 18% de femmes dans les COMEX et les CODIR des grandes entreprises, globalement du SP 120 en France. Aujourd'hui, nous sommes à 27,3. Donc, il y a eu plus 9 points en l'espace de 4 ans, donc entre 2020 et 2024. Donc, c'est considérable. Si bien qu'aujourd'hui, d'ailleurs, nous sommes passés devant les États-Unis. Il y avait 4 pays champions à l'époque. Nous sommes maintenant parmi ces 4 pays champions. Et ce dont je me félicite par ailleurs, c'est qu'au-delà des quotas, ce que nous savons aussi, c'est que 38% des postes opérationnels, comme on dit, dans les entreprises du CAC 40 sont aujourd'hui occupés par des femmes. Donc au-delà des enjeux numériques, des objectifs chiffrés, on voit également qu'elles montent en puissance mécaniquement sur des postes à responsabilité, également des postes opérationnels. Non, mais clairement, enfin, on voit effectivement que ça bouge. Bon, je suis toujours, à titre personnel, je trouve ça dommage qu'on soit obligé de passer par une loi pour en arriver là. Mais à tous les détracteurs de la loi au départ, moi j'ai toujours dit, mais faites-le donc sans que la loi ne vous y oblige et tout ira bien. Bon, bref, ça c'est entre nous. Alors, vous avez également porté un deuxième texte qui a permis là aussi de faire avancer certaines mesures, et je pense notamment au sujet des associations féminines, mais là aussi, expliquez-nous ce que vous avez voulu faire. Eh bien, en fait, l'enjeu, c'est toujours de tirer le fil et de regarder concrètement les trous dans la raquette, comme on dit régulièrement, en matière de droit, et qui font que les femmes n'ont pas encore complètement les mêmes droits, alors même qu'on le croirait, sur le plan économique et en particulier sur le plan fiscal et successoral. Donc, effectivement, l'année d'après, j'ai déposé une deuxième proposition de loi visant à accélérer la légalité fiscale et successorale. 2 de ces mesures, d'ailleurs, sont maintenant dans la loi, ont été adoptées. Donc la première qui vise notamment à faire en sorte que le taux de prélèvement de l'impôt sur le revenu, nous sommes
en ce moment dans le moment de la déclaration d'impôt. Donc j'invite chacun et chacune à cocher cette case qui est aujourd'hui encore facultative de personnaliser ce taux. Mais à partir de 2025, il sera donc personnalisé par défaut, de manière à faire en sorte que les femmes et les hommes paient dûment la part de l'impôt au sein du foyer qu'ils doivent payer. Et puis la deuxième chose, en effet, alors qui paraît peut-être plus anecdotique, mais il se trouve que dans le Code général des impôts, jusqu'alors, il n'y avait pas encore le mot femme. Pourquoi ? Parce que notamment à l'article 200 du Code général des impôts, qui liste un certain nombre d'associations, d'organismes qui peuvent notamment bénéficier de mécénat, globalement, de rescrits fiscaux, il n'y avait pas les associations qui visent à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, effectivement, j'ai déposé un amendement pour les intégrer. Donc, dorénavant, depuis donc 2024, il y a enfin le mot femme dans le Code général. Bravo et merci pour elle. Alors, au-delà de cette activité législative qui est effectivement dense, vous avez également, vous organisez des rencontres qui sont annuelles, je crois. Je suis d'ailleurs une participante, enfin du moins une auditrice tout à fait assidue et je trouve que c'est de grande qualité. Les 2-3 derniers sujets que vous avez pris, finalement, redonnez-nous rapidement, mais quels étaient les thèmes que vous aviez choisis pour ces rencontres et ce que vous en avez retiré justement ? Alors effectivement, nous venons de réaliser les 4e rencontres. Les prochaines auront lieu en juin. Et à chaque fois, il s'agit d'identifier une thématique qui n'est pas forcément toujours identifiée, ou en tout cas avec un angle qui n'est pas toujours mis en avant. Donc les dernières étaient sur la santé des femmes, et notamment sur la manière dont est financée l'innovation en matière de santé des femmes aujourd'hui. Et donc, je ne vous apprends rien, mais elle est sous-financée. Or, c'est une réelle difficulté parce qu'on sait aujourd'hui $1 mis dans la santé des femmes rapporte $3 de croissance. Donc, on voit l'enjeu est là, encore une fois, évidemment pour les femmes, pour la santé des femmes elles-mêmes, mais également les enjeux pour nos économies. Et on a effectivement bien décliné ça à la fois sur l'agriculture, le bâtiment, sur également évidemment la place des femmes dans les instances de pouvoir. Et les prochaines auront lieu, le prochain débat probablement sera celui de la nuit. Voilà. Ah bon, très bien. Bon, écoutez, impatiente de voir ce dont il s'agit. Alors, il nous reste 1 minute, mais je voudrais quand même que vous nous parliez du dernier bébé, entre guillemets. Donc, vous êtes en train de lancer un think tank. Absolument. Alors, c'est le cercle Louise Dupin. Absolument. Louise Dupin, qui était une philosophe du XVIIIe siècle, contemporaine des encyclopédies de Diderot, qui n'avait pas une seule femme parmi eux pour écrire cette encyclopédie. Et donc, Louise Dupin a choisi parallèlement de rédiger sa propre encyclopédie. Le principe est, là encore, de réunir des individualités plurielles de manière à partager des points de vue et à lancer donc à la fois des pistes de réflexion, d'être également dans la disruption, à la fois sur les sujets abordés et sur la méthode et les solutions proposées, et de regarder point par point quel serait en fait notre monde. On plaide chacune et chacun pour ça, mais quel serait réellement notre monde et notamment notre vie économique si les femmes effectivement avaient les mêmes opportunités, ce qui n'est effectivement pas le cas aujourd'hui. Et donc concrètement, voilà, quelles seraient les... Bon, et Marie-Pierre, donc il faudra revenir pour nous expliquer tout ça. Avec joie. Parce que c'était à suivre, c'est très intéressant. Avec joie. Merci beaucoup. Merci pour votre engagement. Merci. Bonjour Alice Tourbier, ravie de vous recevoir dans Smart Woman. Moi qui vous remercie. Alors Alice, vous faites partie d'une famille entrepreneuriale célèbre. Puisque vos parents, oui un petit peu quand même, puisque vos parents, donc Florence et Daniel Catillard, sont propriétaires exploitants d'un domaine très connu, puisqu'il s'agit du Smith-Lafitte. Après avoir été champion de ski, après avoir fondé notamment GoSport, bon. Oui, ils ont eu 3 vies en une. Et voilà, exactement. Que ça donne des ailes. Donc j'ai eu cette chance-là de grandir sur dans ce milieu-là. Un terreau favorable. Alors, d'ailleurs, il n'y a pas que vos parents, puisque votre sœur a également créé la marque de soins de Caudalie, effectivement. Des crèmes qui sont vendues dans le monde entier. Des crèmes dans le monde entier, très connues aussi. Et donc finalement, vous êtes à la tête, avec votre
votre mari, vous êtes à la tête d'un groupe hôtelier. Donc on voit bien que la famille est entrepreneuriale et il y a 2 points communs entre vous tous, au moins 2 points, il doit y en avoir d'autres bien sûr, c'est que d'une part, vous travaillez systématiquement en couple, c'est vrai pour votre sœur, c'est vrai pour vos parents, c'est vrai pour vous. C'est pas toujours le cas. C'est amusant, mais c'est le cas. C'est le cas. Et puis, bien sûr, l'axe stratégique de l'ensemble de la famille est autour des vignes, autour du vin, autour du raisin. Donc, c'est vraiment la ressource phare pour tout ça. Alors, je voulais que vous nous racontiez le démarrage, puisqu'au début, vous avez fait des études économiques, vous avez fait Subdeco, puis après, énologie. Et puis vous vous retrouvez donc à créer un groupe hôtelier. Comment ça s'est passé? Oui, donc moi j'ai d'abord grandi à Grenoble, mais c'est en déménageant à Bordeaux que j'ai trouvé des véritables racines. Et donc sur les terres du château Smith-Lafitte, qui est la propriété viticole familiale, qui était un sacré tremplin de départ. Bien sûr. On avait donc des visiteurs qui séjournaient dans la maison de mes parents. Et il y a eu cette idée assez géniale d'ouvrir les portes du château à des visiteurs, ce qui ne se faisait pas trop à l'époque à Bordeaux, parce qu'on est début des années 90, les vignobles étaient plutôt fermés sur eux-mêmes, ils exportaient leur production. Et donc on était un des premiers châteaux à ouvrir ses portes pour du réceptif, pour des soirées au château. Et puis on a eu cette idée de construire un hôtel. Alors ma sœur avait déjà créé ses crèmes à base de pépins de raisin. Et donc c'est de façon assez naturelle qu'on a fait un spa qui utilisait ces brevets Caudalie. Et le concept de vinothérapie était né. Et donc on a ouvert les sources de Caudalie avec mon mari en 1999. Le projet n'était pas aussi ambitieux que ce qu'il est devenu. Oui, on a trouvé, nous, une vraie passion dans ce métier d'hôtellerie, de recevoir, d'accueil, de gérer une équipe et d'offrir des prestations haut de gamme. Et donc, on a gravi parce que plusieurs étapes dans cette aventure hôtelière. Voilà, parce qu'en 25 ans, vous avez fait beaucoup de chemin. Donc, le premier, c'est vraiment les sources de Caudalie, mais après, vous en avez d'autres, puis vous avez d'autres projets. Exactement. On a donc ouvert les sources de Cheverny en plein Covid. C'était une ouverture en 2020. Un peu compliqué parce qu'on a dû refermer et rouvrir. Donc ça, c'est en Val-de-Loire. On y retrouve ce qui fait l'ADN de notre maison, c'est-à-dire ce lien avec la vigne qu'on voit depuis sa chambre, un restaurant qui est étoilé également à Cheverny en Val-de-Loire, et puis le spa qui utilise les crèmes Caudalie, un spa by Caudalie. Et donc ça, c'est le concept des sources de Cheverny. Et donc on s'implante maintenant dans d'autres régions viticoles. Donc on va ouvrir la Bourgogne, qui est déjà en travaux. On a repris une très belle maison historique, un château-hôtel qui est le château de Gilly, en face de Clos-Vougeot. Donc on est entre Beaune et Dijon, qui est une région stratégique pour les grands vins et les gens qui souhaitent séjourner dans les vignes bourguignonnes. Et en Alsace, notre choix s'est porté sur le château d'Isambourg. Donc là, on est sur les hauteurs de Colmar, à Rouffach précisément, qui est un domaine aussi magique, entouré de 5 hectares de vignes, clos de murs. Et donc à chaque fois, on travaille en bio, parce qu'on est très engagé aussi auprès de la nature. Oui. Bien sûr. Oui, alors justement, vous avez fait des choix assez exigeants, puisque vous avez d'une part choisi de classer vos hôtels dans la catégorie Palace. Voilà, c'est 5 étoiles. Voilà. On va chercher ensuite la distinction Palace. Donc on est Palace aux sources de Caudalie depuis 2016, je crois, maintenant. Et là, il faut qu'on repose candidature. Cheverny, pour l'instant, on est 5 étoiles qui brillent, mais on attend un peu d'étoffer l'équipe et de vraiment avoir une offre encore plus solide. Mais je pense que on va se diriger vers ce label aussi. Ce choix, c'est un choix qui est très exigeant, d'autant que c'est vrai qu'il n'est pas du tout répandu, parce que c'est vraiment, vous revendiquez le fait d'être dans une atmosphère de maison de famille à la campagne, ce qui n'est pas le cas des palaces en général parisiens ou Côte d'Azur. Donc c'est un choix particulier. Oui, on crée la destination. Qu'est-ce qui a fait que vous vouliez faire ça et pourquoi vous l'avez positionné comme ça Parce que pour nous, c'est un luxe d'être à la campagne et cette nature qui nous entoure, on a envie de... Enfin, c'est notre luxe à nous. On n'a pas les ors du Bristol, on a des vignes à perte de vue. Et donc, on crée des vraies destinations
donc, oui, ça vous permet d'attirer. D'ailleurs, vous m'avez dit que vous aviez, enfin, on le sait d'ailleurs, vous avez reçu le roi Charles lors de son séjour, donc bravo. Alors, au-delà de la catégorie Palace, vous avez également une autre exigence, puisque vous avez voulu aussi écolabelliser vos hôtels. Donc là encore, c'est un choix très structurant. Donc, expliquez-nous là aussi comment ça se passe et là aussi, pourquoi vous avez fait ce choix? On marche sur ces deux jambes, le luxe haut de gamme d'un côté, et puis le respect de l'environnement de l'autre. Et donc, cette écolabellisation vient soutenir cette démarche qu'on a entreprise il y a déjà plusieurs années, une démarche responsable où on s'engage à consommer moins d'énergie, à réduire nos coûts, à ne plus utiliser d'emballage à usage unique, notamment dans les salles de bain. Maintenant, on a des petits pochons qu'on invite le client à emporter chez lui. On travaille sur des flacons pompes réduire, recycler, réutiliser. Donc, et puis, il y a un vrai accompagnement aussi de la part des équipes. On a notamment une sorte d'ambassadeur en la personne et du coup, parce que vous avez créé aussi une académie de formation. Exactement, qui vous permet justement, il y a une attractivité très particulière de votre groupe à ce titre. C'est la Source Académie qui va suivre nos collaborateurs et les former. Alors on apprend à faire un chignon, on apprend parce que bien sûr dans nos métiers d'hôtellerie-restauration, l'humain fait tout. Et donc on se retrouve à recruter des états d'esprit, des gens qui aiment les gens, c'est déjà la base de notre métier d'accueil. Et ensuite on va avoir des formations un peu plus techniques pour pouvoir accompagner les collaborateurs. Et donc Hugo Clément, c'est notre ambassadeur dans cette dimension éco-responsable. Et donc il apprend les petits gestes du quotidien pour qu'ils font. C'est vrai pour l'hôtellerie et c'est vrai également pour la partie restauration, puisque vous êtes également bien sûr à la fois en circuit court avec vos propres potagers à certains égards. Oui, on essaye d'être autosuffisant, mais on n'y arrive pas tout à fait. En tous les cas, on travaille avec des producteurs qui sont sourcés en local et qui vont être aussi engagés dans cette démarche responsable. Donc déjà un très beau groupe avec des perspectives. Et alors après, même si c'est un peu tôt, puisque Bourgogne, Alsace, mais après vous allez où? Après, on continue de rêver, mais la France est tellement belle que ça nous fait plaisir de s'implanter peut-être en Provence, en Champagne. Il y a des choses magnifiques. Il y a des tas d'endroits où vous pouvez créer. Si on sort de France, l'Italie a aussi des atouts incroyables. Oui, bien sûr. Voilà. Non, mais c'est très intéressant de voir, au-delà de la réussite de ce que vous faites, et puis la conviction que vous y mettez, manifestement, ce qui est intéressant, c'est de voir que vous conjuguez, vous conciliez le luxe et l'écologie, puisque c'est bien ainsi, alors que parfois on a tendance à les opposer, pas du tout. Enfin, il faut opposer ni économie, écologie, il faut rester dans des zones... Je pense qu'au contraire, les palaces doivent montrer l'exemple et qu'il faut qu'on soit plus responsable. Et c'est possible. Bon, écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. Enfin, on voit que vous êtes une entrepreneure heureuse, en accord avec vos valeurs, en accord avec votre environnement. Et vous êtes, je trouve que votre témoignage montre à quel point le métier que vous exercez, c'est un très beau métier, l'hôtellerie, avec les terroirs au cœur, en ce qui vous concerne. Donc, bravo encore et très belle suite. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Bon, écoutez, notre émission se termine. Donc, merci de votre écoute. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain.